Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans notre troisième webinaire à destination des professionnels de la santé. Aujourd'hui, il sera consacré aux onychomycoses. Alors, c'est un thème effectivement qui a été souvent cité par nos correspondants. Et avec l'été, les macérations des chaussures, les orteils à l'air libre, c'est une préoccupation qui concerne de plus en plus les patients et donc leurs médecins traitants. Nous allons donc étudier aujourd'hui, grâce à notre invité, le Dr Zara, cette pathologie et sur laquelle je pense vous aurez un certain nombre de questions à poser soit au cours de la présentation, soit après. Alors, Dr Zara, vous êtes dermatologue dans un service de dermatologie dans un hôpital parisien, l'hôpital Saint-Joseph, du groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph, spécialisé dans les pathologies de l'ongle, donc tout ce qui est inflammatoire mécanique, mais aussi les dermatoses inflammatoires chroniques comme le psoriasis, la dermatite atopique ou l'urticaire chronique. Vous êtes également membre de plusieurs sociétés savantes et donc membre élu du bureau de l'association des dermatologistes francophones depuis 2018, excusez-moi. Vous en êtes la secrétaire générale et membre du bureau du groupe Ongle de la Société française de dermatologie depuis octobre 2018. Vous êtes aussi l'auteur de nombreuses publications médicales. Je vous laisse la parole maintenant pour votre exposé sur les onychomycoses. Merci beaucoup. Donc ce soir, on va discuter d'onychomycose qui constitue un motif fréquent en consultation quotidienne en dermatologie. On va essayer de revoir rapidement les différentes formes cliniques, mais également comment faire le diagnostic d'onychomycose. Et je pense qu'il vous intéresse le plus, c'est vraiment la prise en charge. Donc, vous savez très bien que les onychomycoses vont être secondaires à trois grands groupes de ce qu'on appelle champignons. Le premier groupe, c'est les dermatophytes et c'est l'agent infectieux le plus fréquemment rencontré dans notre pays. Et on va essentiellement avoir, quand on va faire un prélèvement, et on reviendra sur les prélèvements, du Trichophytum rubrum qui est retrouvé chez quasiment 50 à 75% des patients. On peut également retrouver des onychomycoses, mais ce qui reste exceptionnellement rare à levure ou à candida. Donc, avant de poser le diagnostic d'onychomycose à candida, il faut vraiment avoir beaucoup de critères et on reviendra dessus. C'est une forme exceptionnelle, même si au prélèvement, vous allez retrouver des levures. Troisième groupe, beaucoup plus rare, mais beaucoup plus compliqué à mettre en évidence et à prendre en charge, ce sont les moisissures et on reviendra rapidement sur cette prise en charge complexe et particulière. Donc l'onychomycose, dans certains pays, c'est presque un patient sur 3, ça peut aller jusqu'à 30% de la population mondiale, va avoir au moins une onychomycose une fois dans sa vie. Il faut savoir que quasiment un patient sur 4 ne va pas répondre au traitement parce que souvent les traitements ne sont pas correctement administrés, voire expliqués aux patients. Et même si le traitement est correctement conduit, on peut avoir jusqu'à 50% de patients qui vont récidiver. Donc, on peut considérer ça à la limite comme un vrai problème de santé publique. Quand on a un problème au niveau des ongles et plus particulièrement au niveau des orteils, dans une chance ou malchance sur deux, c'est un champignon. Mais moi, je voudrais vous dire le message inverse, c'est que dans un cas sur deux, ce n'est pas une onychomycose. Donc, on ne va pas traiter toutes les onychopathies des orteils sans faire de prélèvement comme onychomycose. C'est plus des 2/3 des infections au niveau des ongles. C'est beaucoup plus les orteils que les doigts. 90% des onychopathies infectieuses au niveau des orteils sont secondaires à des champignons, alors que approximativement 1 sur 2 pour les doigts. Plusieurs formes cliniques. Pourquoi c'est extrêmement important de connaître toutes ces formes cliniques? Parce que la prise en charge va être différente, mais également la recherche de comorbidités. Et oui, effectivement, il y a certaines comorbidités au cours d'une onychomycose. Et si on ne recherche pas et on ne prend pas en charge ces comorbidités, ça va être une source d'échec et de récidive de l'onychomycose. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a essentiellement 5 formes cliniques d'onychomycose et on va les détailler une à une en fonction de leur fréquence. Les formes les plus fréquentes, c'est la forme disto-latérale. Cette forme disto-latérale se caractérise par le fait qu'il va y avoir un petit traumatisme par le port de la chaussure, la marche, etc. Le champignon et plus particulièrement le dermatophyte va profiter de cette effraction cutanée et va pénétrer à ce niveau, au niveau du repli latéral qu'on appelle repli latéral externe ou interne, ou le repli latéral antérieur qu'on appelle l'hyponychium ou l'hyponychium, va donc
commencer à bouffer de la kératine et avancer. Donc, c'est une forme au début qui est distale, mais si on ne la traite pas suffisamment tôt, hop, elle va arriver au niveau de tout l'appareil inguéal. Donc, comment va se présenter cliniquement cette onychomycose distolatérale? C'est la forme la plus fréquente qu'on va voir en pratique quotidienne. C'est exceptionnel de voir des formes débutantes. Donc, souvent, les patients vont arriver au bout de plusieurs mois, voire plusieurs années, avec un aspect assez caractéristique, avec 2 signes extrêmement importants, faciles à reconnaître, qui sont l'onycholyse, c'est-à-dire le détachement ou le décalement de la tablette inguéale de son lit, mais également cette hyperkératose sous-inguéale, ce qui va se mettre sous l'angle. Cette hyperkératose va avoir une coloration assez particulière. On peut trouver des zones, comme vous le voyez ici, blanchâtres, qu'on appelle des zones de leuconychie. On peut avoir des xanthonychies, c'est-à-dire des zones jeunes xanthonychiques ou des xantholeuconychies. Quand le dermatophyte a bien avancé, a bien tout bouffé, on va avoir carrément une disparition ou des zones d'anonychie partielle. Ce qui caractérise également ce type d'onychomycose, qui est la forme la plus fréquente, c'est un peu ces fusées, et on voit que le dermatophyte avance dans ce sens. Donc, quand vous avez ces signes, vous êtes quasiment sûr du diagnostic, mais ça ne va pas surseoir à la prescription d'un prélèvement mycologique. Toujours dans cette forme, on peut avoir une paronychie, comme on le voit à ce niveau, c'est-à-dire une inflammation au niveau des replis et plus particulièrement le repli sus-inguéal proximal. Là, c'est une onychomycose à Trichophytum rubrum classique, mais la forme clinique peut être trompeuse à cause de ce gonflement au niveau du repli sus-inguéal, mais on retrouve les aspects déjà décrits. On peut avoir également des onychomycoses avec une mélanonychie, c'est-à-dire une pigmentation longitudinale systématisée au niveau de la tablette inguéale. Et là, si je vous demanderais de reconnaître l'agent pathogène, ça sera impossible, d'où l'intérêt de réaliser un prélèvement mycologique. Pourquoi il y a ce pigment? Parce qu'il y a certains champignons, comme le Trichophytum rubrum ou le Fusarium, qui est une moisissure, ont la capacité de sécréter des pigments. Autre forme, donc, on va avoir une forme clinique qui est assez particulière, c'est ce qu'on appelle la forme proximale, où on va avoir une pénétration de l'agent pathogène au niveau plutôt du repli proximal. Donc, cette onychomycose proximale va se manifester essentiellement par une paronychie, c'est-à-dire cette inflammation. Là, vous avez des degrés différents de paronychie. Là, on est à un stade de début et on voit qu'il n'y a plus de cuticule, cette sertissure de chair qui vient donc au niveau du repli sus-inguéal, au niveau de la zone lunulaire. Là, le repli est très très gonflé avec une modification de l'aspect des angles. Là, il y a une paronychie nette avec les autres signes, l'onycholyse. Quand on est devant une forme proximale, il faut systématiquement penser à une comorbidité particulière qui est l'immunodépression, qui peut être acquise ou congénitale. Donc, ne pas hésiter à rechercher cette immunodépression avec une NFS, éventuellement, si un patient âgé, une EPP, une sérologie VIH, etc., sachant que souvent le bilan est négatif, mais on retrouve parfois cette association. La forme proximale leuconychique est assez révélatrice, du moins pendant l'épidémie VIH, des patients VIH qui n'étaient pas traités. Là, on en voit beaucoup moins parce que ces patients sont diagnostiqués très tôt, mais là, c'est 2 patients VIH où l'onychomycose a permis, de type leuconychique proximal, de faire le diagnostic, et on voit que le champignon démarre à ce niveau et fait le sens inverse par rapport à l'onychomycose distolatérale qui était la forme la plus fréquente. Suivant. On va voir d'autres formes beaucoup plus rares qui sont essentiellement les formes superficielles. Donc, dans la forme superficielle, qui est également leuconychique, c'est-à-dire cet aspect blanchâtre, le dermatophyte, essentiellement, va venir se poser en superficie sur la tablette inguéale, c'est-à-dire il ne va pas pénétrer ni par la partie proximale, ni par la partie distale. C'est souvent un trichophytum interdigitalé, et quand vous allez faire votre prélèvement pour le prélèvement mycologique, en grattant, vous participez déjà à une partie du traitement parce que ça n'attaque que les couches superficielles de la tablette inguéale. Dans l'onychomycose superficielle, le champignon peut également sécréter des pigments et donc on va être dans des formes mélanonychiques en gratte et on traite quasiment l'onychomycose. Suivante. La dernière forme, donc endonyx, dans cette forme, c'est vraiment une Dans cette forme, c'est vraiment une atteinte de tous les côtés, c'est-à-dire en proximal, en distal, en superficie, en profondeur, et c'est souvent des formes assez tardives d'onychomycose.
Et l'onychomycose totale, c'est les patients, comme vous le voyez, qui ont des atteintes polydactyliques et quasiment une destruction totale de langue, où il y a tous les signes de toutes les onychomycoses. C'est souvent un aboutissement des variétés précédentes parce qu'on n'a pas traité suffisamment tôt l'onychomycose, mais malheureusement, en pratique quotidienne, les patients arrivent à ce stade. Bien sûr, ne pas oublier d'examiner le reste du tégument et plus particulièrement au niveau des plis, parce qu'avec la macération, on va avoir des intertrigaux interorteils, ça peut être une porte d'entrée pour une infection bactérienne telle que l'érysipèle, voire des dermohypodermites plus sévères. On va examiner les plantes des pieds et rechercher une kératodermie. Et on voit cet aspect typique circiné au niveau du bord libre, donc plantaire. Ne pas oublier d'examiner, comme vous le voyez chez un patient ici qui a une onychomycose, les plis inguinaux. On peut avoir une dermatophysie inguinale. Et devant une atteinte focale, il faudra bien sûr donner un traitement systémique sur lequel on reviendra. Le diagnostic positif n'est jamais clinique pour une onychomycose. Aucun patient ne sortira de la consultation, on va lui dire il s'agit probablement d'une onychomycose parce que le diagnostic peut être complexe et il faudra réaliser un prélèvement mycologique. Examen est direct plus culture. On a la chance en France que le coût du prélèvement reste tout à fait abordable. Par exemple, aux États-Unis, une boîte de terbinafine coûte 10 € alors qu'un prélèvement mycologique, un prélèvement mycologique coûte 600 $. C'est pour ça que chez eux, ils font un traitement sans faire de prélèvement. Donc, le gold standard reste le prélèvement mycologique. Si on est dans un centre hyper spécialisé, on pourra éventuellement faire des PCR, des imageries, etc. Mais en pratique quotidienne, c'est vraiment le prélèvement, plus ou moins l'histologie, c'est-à-dire qu'on va prélever un peu de tablette, l'adresser en anapathe, ils vont faire une coloration PAS, ils vont vous dire s'il y a des filaments ou pas. Par contre, il n'y aura pas d'identification de l'agent pathogène. Donc, le prélèvement mycologique doit être fait pendant la consultation. Vous prenez votre pince. Bien sûr, vous allez vous assurer que le patient n'avait pas de traitement antifongique au moins 2 mois révolus. Donc, quasiment 2 mois pour les traitements locaux et 3 mois pour tout traitement systémique, sinon ce sera un faux négatif, et réaliser un prélèvement de qualité, c'est-à-dire par vous-même, médecin, et aller jusqu'à la zone limite entre angle sain, angle malade, pour trouver le champignon vivant qui va pousser à la culture. Donc, et une fois que vous avez le résultat, vous allez être devant plusieurs situations. Donc là, ça paraît encombré parce que malheureusement, il n'y a pas d'animation. Ce que vous allez regarder à l'examen, la première chose, c'est vraiment l'examen direct pour voir quel type de filament. Si c'est des spores, des pseudo-filaments ou des spores bourgeons, des filaments irréguliers qui seraient plutôt évocateurs de moisissure ou plutôt des filaments septés classiques réguliers qui sont plutôt en faveur d'un dermatophyte. Si l'examen direct est positif, on va aller regarder la culture et la culture va soit elle est négative parce que le champignon n'a pas poussé ou qu'il n'y a pas de champignon, ou soit vous dire qu'il s'agit d'un dermatophyte avec l'identification. D'un candida, il s'agit souvent d'une surinfection à cause de l'humidité ou de quelque chose de beaucoup plus rare qui sont les moisissures. Et s'il y a une discordance dans le prélèvement, c'est-à-dire que l'examen direct est positif, et la culture est négative, dans ce cas, on va être dans les cas où il faudra refaire les prélèvements. Ne pas hésiter. Avant d'initier de traitement, on peut refaire 3, 4, 5 fois. L'essentiel, c'est de trouver l'agent pathogène. Donc, en fin de compte, on va être, là c'était positif, si on est sur du négatif et que la culture est positive, il n'y a pas lieu de refaire le prélèvement, sauf si on est devant quelques levures ou candidats, surtout des levures autres que candidats. Là, honnêtement, il s'agit à coup sûr d'une contamination, d'une surinfection. Vous allez demander à votre patient juste de garder au sec. Et aucun traitement, aucun autre prélèvement n'est requis. Puisqu'on a dit que tout n'était pas onychomycose, on va discuter rapidement des diagnostics différentiels. Certes, là, on n'est pas en interactif, mais toutes les onychopathies inflammatoires peuvent donner un aspect d'onychomycose. Donc, vous avez les 2 photos en haut. Ce sont des patients qui ont du psoriasis. Ça peut prêter à confusion, d'où l'intérêt de faire une histologie qui va montrer des aspects en faveur de psoriasis et peut-être rechercher une onychomycose associée, à savoir que 30% des onychopathies psoriasiques peuvent être surinfectées par un dermatophyte. On peut avoir d'autres onychopathies inflammatoires comme la photo en bas à votre gauche où il s'agit d'un lichen. Et là, il s'agit d'un lichen striatus.
Donc, à l'œil nu, vous voyez que c'est très difficile de confirmer le diagnostic. Le syndrome des angles jaunes peut parfois prêter à confusion avec cette coloration jaune, le décollement, l'arrêt de la croissance, mais il y a souvent des pneumopathies ou des sinusites ou des infections ORL, et c'est tout un tableau qui va vous permettre de poser le diagnostic. Toutes les onychopathies mécaniques au niveau des chaussures, donc les épaississements, les onychoclavus, les ongles en pince, les onychogryphoses, les manicuries répétées, les hématomes, etc. peuvent prêter à confusion. Et surtout, devant une atteinte monodactylique, ne pas passer à côté de tumeurs, qu'elles soient bénignes comme le fibrokératome, l'onychomatricome qui est un amartome matriciel caractéristique de l'angle qui lui-même peut s'associer à des onychomycoses et surtout, ne pas passer à côté d'un mélanome. Donc, atteinte monodactylique chronique, je dirais à la limite adressée aux spécialistes. Donc, le diagnostic positif, je dirais, est très simple, clinique évocatrice, examen direct, idéalement positif, mais peut être négatif, et culture positive. Et si vous avez les moyens de compléter avec une histomycologie, elle vous permettra de voir ces filaments mycéliens qui pénètrent au niveau de la tablette. Donc, la certitude diagnostique, c'est le prélèvement mycologique. Après, on va se poser la question, j'ai combien d'angles atteints, quelle forme clinique, distale, proximale, le degré de l'atteinte, est-ce que c'est 20% de la hauteur de la tablette inguinale, 30, 50? Est-ce qu'il y a d'autres foyers à traiter? Et bien sûr, ne pas oublier de rechercher le terrain du patient, s'il y a d'autres médicaments, parce qu'il y a beaucoup d'interactions médicamenteuses, les antécédents, s'il a déjà eu des traitements, qu'il a fait soit des réactions, des cytodises, etc. Voir si le patient est observant, parce que c'est des traitements longs et complexes. Ça ne sert à rien de démarrer un traitement chez un patient qui ne va pas du tout adhérer au traitement. Et bien sûr, l'accès aux soins. Il y a 5 formes où déjà d'emblée, vous allez vous dire que je suis dans une forme compliquée, où il y a beaucoup plus de risques d'échec de traitement et de récidive. La première chose, c'est l'onycholyse, et surtout cette onycholyse si elle est latérale, parce que quand vous allez appliquer un traitement, et surtout un traitement systémique, il ne va pas arriver puisque l'angle est déjà décollé. Suivante. Autre forme aussi qui va être à haut risque de résistance au traitement, c'est vraiment ces fusées de dermatophytes. Donc, quand vous voyez ces fusées, vous dites c'est quand même quelque chose d'un peu compliqué à traiter. Suivante. Le dermatophytome, qui est identifié comme une lésion pseudotumorale, où le dermatophyte va constituer comme une pseudotumeur sous l'angle et va être recouvert d'un biofilm et donc vraiment résistant, je dirais même imperméable à tout traitement, qu'il soit local ou général. Et donc, dans ce cas, le traitement reste médico-chirurgical. On va faire cureter ce dermatophytome sous anesthésie, bien sûr, puis donner un traitement derrière. L'épaississement majeur, au-delà de 2 mm d'épaississement de la tablette inguinale, nous sommes également dans une forme à haut risque. Et enfin, si on a au prélèvement une moisissure, parce que la plupart des moisissures sont résistantes aux traitements locaux et aux traitements systémiques. Et là aussi, on va se retrouver dans une situation où il faudra avoir un traitement médico-chirurgical. Donc, en fin de compte, quelle va être notre conduite à tenir? Bien sûr, on a fait notre prélèvement, on a identifié notre dermatophyte, puisque c'est la situation la plus fréquente. On va se dire, c'est pas beaucoup de doigts et c'est une onychomycose distolatérale inférieure à 1/3 de la hauteur de la tablette. Je vais réaliser un débridement qui est obligatoire. Vous avez le choix, comme on va le voir, entre un débridement mécanique, c'est-à-dire à la pince à angle, un débridement chimique alluré ou un débridement chirurgical. Je vais donner mes traitements locaux et essentiellement les solutions filmogènes antifongiques. Bien expliquer aux patients comment l'appliquer. Je le revois dans 3 mois. Ça marche, tant mieux. Au bout de 3 mois, ça ne marche pas vraiment. Je vais venir au niveau de l'onychomycose distolatérale où il y a plus d'1/3 de la tablette inguinale qui est concernée, la forme sous-inguinale proximale ou la forme endonyx ou l'onychomycose dystrophique totale, c'est-à-dire toutes les autres formes que nous avons vues. Débridement partiel ou total obligatoire. Et là, on va aller sur un traitement systémique en plus des traitements topiques qu'on a déjà vus. Et on va voir rapidement tous ces traitements. Le débridement, donc vous avez 3 options de débridement. Débridement mécanique, vous prenez votre pince, c'est très simple, vous coupez tout ce qui est décollé. Déjà, vous vous débarrassez de 80% de la population de champignons. Chirurgical sous anesthésie, donc on fait une petite avulsion proximale. Ou chimique, on va expliquer au patient comment il va appliquer sa pommade allurée, pendant combien de temps, comment gratter, etc. Donc, pour le chimique, ce n'est pas douloureux, mais vous avez un coût supplémentaire. Pour le mécanique, c'est très simple. Il n'y a quasiment pas de coût quand c'est possible. Pour les chirurgicales, c'est vraiment pour les formes compliquées et les personnes qui ont déjà fait ce geste. Donc là, c'est pour vous montrer un débridement mécanique en consultation. Il n'y a pas de sang, c'est pas du tout douloureux. On coupe que la partie qui est décollée. C'est déjà d'emblée
beaucoup plus propre et vous devinez bien que le traitement va être beaucoup plus efficace. Débridement de l'onychomycose à fusarium également, ça a permis de faire le prélèvement, mais également derrière de proposer après le traitement médico-chirurgical. On montre aux patients donc comment appliquer, là c'était avec juste une pommade classique, comment gratter et le résultat qu'on a. Tout ça est extrêmement important à montrer en consultation parce que si vous donnez juste l'ordonnance, ce ne sera pas bien fait et ce sera malheureusement un échec. Et là, c'est pour vous montrer des résultats avec débridement mécanique à la consultation avec la pince, un traitement systémique parce qu'on était au-delà de 30% de la tablette inguinale avec épaississement et onycholyse, et un traitement systémique, et on voit qu'on peut avoir d'assez bons résultats. Pour le traitement par la solution fumogène antifongique, il faut au moins 9 mois de traitement pour accompagner toute la repousse de la tablette inguinale et éviter les récidives. Et là, c'était la fameuse onychomycose à fusarium dont vous avez vu le prélèvement. Donc, on fait une anesthésie, on va poser notre garrot, on fait notre avulsion proximale, on va bien cureter le lit et toute la zone sous le repli sus-inguinal et vont bien sûr suivre la repousse inguinale. Et là, on voit que la repousse est saine par rapport à la photo de début. Ça, c'était juste avant d'aller sur vraiment le traitement systémique. Est-ce que vous, à l'œil nu, vous pouvez deviner quel agent pathogène il s'agit? C'est impossible même pour un œil habitué. Donc là où il y a les petites étoiles rouges, c'est des onychomycoses à moisissure, donc résistantes aux traitements locaux et aux traitements systémiques où il faut un traitement médico-chirurgical. Pour les autres formes, c'est des dermatophytes classiques qu'on peut traiter donc avec une ordonnance tout à fait standard après un prélèvement, bien sûr. Donc, quel est le meilleur protocole thérapeutique? On a fait le diagnostic, c'est une forme d'histolatérale où il y a une indication à un traitement systémique par terbinafine. La terbinafine reste le gold standard pour les onychomycoses à dermatophytes. Tous les protocoles thérapeutiques ont montré qu'il y a une supériorité des antifongiques par rapport au placebo. L'AMM, c'est un comprimé par jour et en fonction des mains ou des orteils, la durée va varier, mais dans la littérature médicale, on va avoir beaucoup d'autres protocoles. Donc, soit c'est les 250 mg par jour pendant 16 semaines en moyenne, on peut avoir 500 mg par jour, une semaine par mois, 250 mg par jour, une semaine par mois, etc. Deuxième molécule qui a l'AMM pour l'onychomycose, c'est l'itraconazole. Et là aussi, on retrouve plusieurs protocoles, sachant que pour l'itraconazole, ça reste une prescription uniquement hospitalière. Le fluconazole n'a pas d'AMM pour les onychomycoses, mais on peut l'utiliser s'il y a un échec ou intolérance, allergie ou interaction médicamenteuse par rapport aux autres molécules parce qu'on a suffisamment de littérature. Donc, le meilleur protocole thérapeutique en termes d'effets secondaires, beaucoup de patients ont peur d'avoir de la terbinafine à cause de ces 4 patients qui ont une hépatite fulminante lors du début de la commercialisation du produit. Il n'y a pas de différence statistiquement significative dans la probabilité de survenue d'un effet secondaire entre les différents schémas thérapeutiques. C'est-à-dire que ce soit en continu ou en pulse thérapie, on va donner une semaine par mois, et que ce soit entre les différentes molécules, la terbinafine, l'itraconazole et le fluconazole, s'ils sont correctement utilisés par rapport aux interactions médicamenteuses. Ce qu'il faudrait savoir par rapport à la terbinafine, c'est que certes, elle peut être associée à une élévation des transaminases sériques, chez moins de 1% des patients, et souvent ces élévations sont asymptomatiques et disparaissent sans arrêt même du traitement. Donc la probabilité de survenue d'une élévation des transaminases qui va vraiment nécessiter un arrêt de traitement est de 0,3% pour 2 à 6 semaines de traitement et de 0,44% pour un traitement supérieur à 8 semaines. Donc le pulse thérapie, vraiment on est sur des chiffres de 0,3%. Le chiffre que je donne aux patients pour la terbinafine est de 50 000 à 120 000 risques d'élever son bilan hépatique, sachant que cette élévation est dans 99% des cas bénigne entre parenthèses. Si on fait une petite recherche PubMed, on va voir qu'il n'y a que 69 cas d'hépatite sous terbinafine sur les milliards de personnes qui ont eu ce traitement, et il y a sûrement un biais de surdéclaration. Donc, je veux être rassurante par rapport à cette molécule si elle est prescrite avec un prélèvement mycologique positif. Donc, quel est le meilleur protocole thérapeutique en termes d'effets secondaires? Là, la première partie, donc on l'a vu. Ce qu'il faut également retenir, c'est que l'élévation des transaminases, à titre d'exemple, chez des patients, 1000 patients à peu près qui ont une onychomycose, déjà quasiment 3% avaient une élévation dans le cadre d'une NASH avant traitement. Et 2,4 après traitement, dont aucun n'est grave. Donc, on n'est pas supérieur à la population
général par rapport à ce trouble hépatique. Plus le patient est âgé, plus il va y avoir un risque. Donc, peut-être faire plus attention. Au-delà de 65%, il y a 3 fois plus de risques d'avoir ces troubles hépatiques. C'est la seule petite précaution à la limite qu'on devrait retenir. Donc, pas vraiment de surveillance biologique obligatoire. Moi, en pratique quotidienne, honnêtement, je fais quand même un bilan avant parce que s'il a déjà une cytolyse à 5 fois la normale, on ne va pas débuter le traitement. Et 3 semaines après pour m'assurer qu'il n'y a pas vraiment d'effet particulier. Alors, quels sont les traitements qui sont disponibles? Là, c'était pour l'enfant. La griséofulvine n'est plus disponible en France, mais c'était le seul traitement qui avait l'autorisation de mise sur le marché chez l'enfant. Pour les autres traitements, l'itraconazole, la terbinafil, le fluconazole, on va adapter les doses en fonction du poids. Pour la terbinafine, l'itraconazole, le fluconazole, il n'y a pas d'AMM en France pour l'onychomycose de l'enfant, mais sur toute la littérature, il n'y a pas de problème dans la population pédiatrique. Et actuellement, vu que la griséofulvine n'est plus disponible, on est en droit de prescrire de la terbinafine. Suivante. Autre population particulière, ce sont les femmes enceintes, où on va éviter les traitements systémiques et on va surtout faire des traitements locaux. La prise en charge, on a parlé du débridement, on a parlé du traitement systémique des différentes molécules, des risques d'effets secondaires. Le traitement par solution filmogène antifongique reste extrêmement important. On dispose de 2 molécules, la morolfine et le cyclopyrox. Comment vont agir? Donc, on va appliquer cette couche de vernis sur la tablette inguéale. Ça va changer un peu l'hydratation de l'angle en plus de la molécule active et ça va agir sur le champignon. Comment le pulse thérapie et une solution antifongique vont agir sur le cycle du champignon pour être efficaces? On sait très bien que lors de nos premières années de médecine, on a tous étudié ce fameux cycle fongique. On va voir transformation, spore, filament mycélien, spore, filament mycélien. On sait que les spores, c'est une forme résistante. Les filaments mycéliens va être la forme qui va être sensible aux médicaments. Le fait de donner des pulse thérapies, on va, disons, encourager ces spores à se transformer en filaments mycéliens et donc à être attaqués après la cure suivante. C'est exactement le même mécanisme qui se reproduit quand on va associer du vernis. C'est pour ça que quand on associe du vernis à ongles et des traitements intermittents, on va induire une germination des spores et donc pouvoir traiter avec moins de traitements cette fameuse onychomycose. Ce qui est important, c'est la prise en charge, mais également d'éviter les récidives. Donc, on va expliquer aux patients de bien désinfecter ses chaussures avec des poudres antifongiques, des lampes UVC, de les laisser au soleil, de porter des chaussettes en coton. Il va laver toutes les chaussettes en coton à 60 degrés et essayer au maximum d'avoir les pieds avec des sandales ou des temps bien séchés entre les orteils et traités initialement dès l'arrivée de l'intertrigo mycosique. Donc, pour résumer, l'onychomycose reste une pathologie extrêmement fréquente, plusieurs formes cliniques. La forme clinique la plus fréquente, c'est la distolatérale. Prélèvement mycologique systématique, plus ou moins histologie. En fonction de l'agent pathogène, dermatophytes, c'est les plus fréquents. Et en fonction de la forme clinique, on peut être sur un traitement local seul ou un traitement local associé à un traitement systémique, débridement obligatoire, qu'il soit mécanique, chimique ou chirurgical si besoin. Traitement systémique, le gold standard pour le dermatophyte, c'est la terbinafine. Pas plus de risque que le paracétamol, je dirais, si on prend toutes les précautions. Faire attention chez le patient âgé et suivre régulièrement le patient, à le revoir au bout de 6 à 9 mois après le traitement local pour éviter les récidives. Et je vous remercie. Eh bien, docteur Zara, mille merci pour cet exposé particulièrement clair et imagé. Bon, je crois que je vais avoir un œil de lynx, moi, sur le bord de la piscine ou au bord de la mer, maintenant, quand je verrai les orteils et les pieds de mes collègues ou de mes patients. Plusieurs questions sont apparues. Une première concernant une de vos dernières slides, qui est femmes enceintes. On sait qu'effectivement, pour les femmes enceintes, maintenant, aussi bien les patientes qui vont sur le CRAD que nous-mêmes sommes particulièrement vigilants, voire plus. Quelques recommandations en termes de communication ou en termes de traitement pour les femmes enceintes? Moi, je leur dis que personne n'est mort d'une onychomycose. Il faut remettre aussi les choses un peu dans leur contexte. Donc, attendre la grossesse, l'accouchement et l'allaitement. Certes, l'onychomycose va un peu évoluer, mais elle ne va pas exploser. C'est quand même une période importante où on veut avoir 0 risque
c'est écrit clairement sur le Vidal, et de toute façon, même s'il y a un autre problème, on va tout de suite dire que c'est à cause du traitement qu'on a donné. Donc moi, on peut donner de l'urée, on peut faire des débridements pour faciliter, pour nettoyer un peu l'angle, et à la limite, je leur dis pour bien préparer pour le traitement derrière, mais pas de traitement systémique. Ça, tout le monde est d'accord. Merci beaucoup. Une autre question, sur quels critères et quand orienter un patient que l'on a traité avec vos recommandations et sur lequel on se dit on va maintenant passer la main à un professionnel de l'ongle? Alors, s'il s'agit d'une moisissure, je ne vais pas trop détailler les moisissures parce que c'est un chapitre à part où il faut connaître chaque moisissure parce qu'elle a des caractéristiques différentes. Mais dès qu'il y a une moisissure, je pense qu'il faut d'emblée adresser aux spécialistes parce que même nous-mêmes, entre dermatologues, on ne traite pas tous les onychomycoses à moisissure parce que le traitement est souvent chirurgical avec le débridement que je vous ai montré. Pour une onychomycose classique avec dermatophyte, si on respecte toutes ces consignes que nous avons vues ensemble, je pense qu'on peut traiter largement 70 à 75% des onychomycoses. S'il y a des formes résistantes, effectivement, il faudra adresser aux spécialistes et exceptionnellement, on peut faire ce qu'on appelle des fongigrammes, mais ça reste exceptionnel parce qu'on sait qu'actuellement, il y a des dermatophytes qui sont résistants à la terbinafine. On est peut-être dans ce cas où chez un patient qui n'a pas été suffisamment observant et qui va l'être en changeant un peu de professionnel de santé, en ayant des consignes dites différemment, etc. C'est très clair, merci beaucoup. Un petit mot aussi sur les différents prélèvements. Donc, on a des patients qui sont demandeurs, d'autres qui l'auront déjà fait. Si vous pouvez nous refaire un mini résumé des prélèvements. Alors, le prélèvement pour l'onychomycose est obligatoire. Parce que s'il est négatif, déjà, vous allez vous dire, je vais être dans une autre pathologie. Tous les diagnostics différentiels qu'on a vus ensemble. Après, s'il est positif, il va vous permettre de savoir s'il s'agit d'un dermatophyte, je dirais une forme simple. Vous allez avoir votre repère de 30% de hauteur de la tablette pour choisir entre un traitement local ou général, ou d'un candida où il s'agit souvent d'une surinfection. Et si c'est une moisissure, vous êtes d'emblée fixé sur une forme compliquée, donc ça ne sert à rien de s'acharner et de traiter le patient. Ce prélèvement, idéalement, doit être fait au cabinet pendant la consultation, parce que ce prélèvement va avoir deux buts. C'est déjà de commencer à faire le débridement et d'adresser donc ce petit prélèvement au laboratoire de mycologie qui va rapidement, au bout de 4 à 6 semaines, vous répondre ce qui est à l'examen direct et ce qui est à la culture. Encore mieux, de couper encore un petit bout d'angle et de l'adresser en histologie, ce qui va aussi vous permettre éventuellement, si vous suspectez un psoriasis, d'avoir des signes de psoriasis, d'éliminer ou de confirmer le champignon. Je pense que c'est vraiment le seul truc obligatoire pour l'onychomycose. Et alors, une dernière question personnelle, parce que j'ai eu le cas récemment avec une patiente que j'avais traitée précédemment pour des candidoses gynéco et digestives, et qui, ayant donc cette onychomycose, me dit, mais docteur, jurez-moi, je ne vais pas en avoir aussi à l'intérieur. Je l'ai rassuré, mais j'avoue que la question m'a interpellé. C'est-à-dire à l'intérieur, j'ai pas très... Lui garantir qu'entre guillemets, ça ne pouvait être qu'à l'extérieur et qu'il n'y aurait absolument pas de contamination interne si elle ne se traitait pas. Après, là, moi, ce que j'explique aux patients, c'est qu'ils ont du candida de la bouche à l'anus. Voilà. Ils l'ont déjà. Voilà, dès la naissance, on est contaminé par du candida. Après, quand il y a un petit déséquilibre, il va se multiplier un peu plus, donc il va être visible. Sinon, c'est un portage chronique. C'est pour ça que pour les candidats, j'avais dit, ce qui compte, c'est vraiment le nombre de populations à la culture. Le candidat, on en a tous partout si on se faisait des prélèvements, mais c'est vraiment la population qui est importante. Après, l'onychomycose à candida, ça reste exceptionnel. C'est souvent des surinfections parce que l'angle est décollé, qu'il y a de l'humidité. Et donc, le candidat vient se mettre là-dessous. Si on découpe et qu'on met au sec sans même traitement, tout va rentrer dans l'ordre. Vraiment, le candidat, c'est exceptionnellement, j'ai eu à donner de l'itraconazole ou du fluconazole. Bon, écoutez, mille merci. Je crois qu'Hélène a des questions qui arrivent de notre public. Je vais te passer la main, Hélène. Bonsoir.
Rebonsoir. Bonsoir à vous deux. Merci beaucoup pour cette présentation. On a reçu plusieurs questions dans le chat et j'aimerais vous en poser quelques-unes pour répondre à nos participants. On a un médecin qui nous alerte sur le manque de disponibilité des médecins dermatos en campagne et qui donc nous indique qu'il va devoir faire les prélèvements lui-même. Il aimerait savoir quel est le matériel à utiliser pour faire ces prélèvements et les donner au laboratoire. Alors, ce qui est intéressant et extraordinaire avec les champignons, c'est que c'est quelque chose d'extrêmement résistant. Donc, quand on fait un prélèvement, on le met dans un petit sac en plastique, une enveloppe que le laboratoire nous donne et ça peut rester quelques jours, voire quelques semaines. Pour le matériel, il faudrait avoir une pince à ongles et donc ça se vend partout. On peut avoir des pinces à ongles simples pour les mains. Et si les ongles sont très épais au niveau des orteils, on peut avoir des pinces à ongles avec les ressorts. C'est la pince que j'ai montrée, qu'on appelle pince à démultiplier. Il faut avoir aussi une petite curette pour cureter, parce que l'hyperkératose sous-inguelle, c'est là où il y a vraiment le champignon qui est vivant. Donc, avec une pince, et bien sûr, ne pas oublier de bien désinfecter à l'alcool avant pour éliminer toutes les moisissures qui empêcheraient donc une culture positive à dermatophyte. Donc une désinfection à l'alcool, on découpe toute la partie décollée jusqu'à la partie saine, on curte et on gratte avec la curette, on met tout ça au prélèvement et on adresse au laboratoire. L'onychomycose est-elle contagieuse aux ongles des mains et aux autres ongles des pieds? Je dirais oui et non. Parce qu'il y a du dermatophyte partout chez nous, sur notre tapis de bain, sur le sol, etc. Mais on n'a pas tous une onychomycose. Il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de conditions. Il y a des gens qui viennent avec un seul orteil atteint. Donc, il faut vraiment que l'ongle soit décollé, qu'il y ait un petit traumatisme, qu'il y ait un dermatophyte vivant, qui soit là au bon moment, au bon endroit, qui pénètre, etc. Donc oui, on se fait contaminer par son environnement. Mais cette contamination, pour qu'elle se transforme en onychomycose, il faut que toutes ces conditions soient réunies. Après, on n'est pas tous égaux face à l'adversité, je dirais, parce que génétiquement, il y a des gens qui vont faire beaucoup plus d'onychomycose, qui vont choper le premier dermatophyte, et d'autres, comme souvent les dermatologues touchent tout le temps tout, n'ont jamais d'onychomycose. Donc l'immunité est différente en fonction des personnes. Merci beaucoup. On a un médecin qui nous demande s'il y a obligation de traiter si le patient ne se plaint pas de l'onychomycose. Il n'y a pas d'obligation de traiter. Par contre, il faut absolument vérifier qu'il n'y ait pas d'intertrigo interorteil parce que ça reste la porte d'entrée pour un streptocoque A avec l'érysipèle. Donc, qu'il ne veuille pas traiter son onychomycose, il n'y a pas de souci, mais lui expliquer qu'il va devoir désinfecter éventuellement les chaussures, même si elles vont être recontaminées, et surtout traiter, faire très très attention à l'intertrigo interorteil, parce que l'ongle va être quand même une source de recontamination. Alors, je pense que vous avez déjà apporté ce point, mais la question a quand même été reposée dans le chat. Quel traitement systémique peut-on proposer et quand? Alors, quand on a plus de 30% de la tablette de l'ongle qui est atteinte, quand on a les 5 signes cliniques qu'on a vus, c'est-à-dire l'onycholyse, l'hyperkératose de plus de 2 mm, les fusées, le dermatophytome ou une onychomycose à moisissure, on est dans des formes relativement importantes. Quand l'atteinte est polydactylique ou si l'atteinte est totale, là, on va donner un traitement systémique. Pour les dermatophytes, le gold standard reste la terbinafine. On peut choisir c'est-à-dire les dosages de l'AMM avec un mode continu, mais la littérature a montré qu'un mode pulsé pourrait être aussi efficace. Si on est devant des levures ou des candidats, le dermatophyte n'est pas vraiment efficace, on va être sur l'itraconazole qui a prescription hospitalière ou le fluconazole qui n'a pas d'autorisation de mise sur le marché pour cette indication. Alors, une dernière question. Est-ce que vous pourriez revenir sur le traitement local à l'urée? Bien sûr. Donc, il y a plusieurs pommades et plusieurs galéniques qui sont disponibles dans le marché. On va demander aux patients de faire un bain de pied de 10 minutes à peu près pour ramollir les tablettes inguinales pour qu'elles soient un peu plus perméables. Il va appliquer une noisette de pommade à l'urée sur son ongle et recouvrir soit avec le pansement qui est vendu avec le produit, soit même un film alimentaire ou un pansement qui va être étanche. Il va garder ça toute la nuit. L'urée est à peu près à 40% de concentration, voire plus pour certains produits. Et donc, il a un pouvoir humectant. Il va aller attaquer les zones malades de l'ongle, les ramollir. Le patient pourra gratter, couper au fur et à mesure pour se débarrasser de cette zone où il y a beaucoup de dermatophytes. Ce traitement va durer 4 à 6 semaines en fonction de la sévérité de l'atteinte. Merci beaucoup.
Je fais en fait finalement une toute dernière question et après je redonne la main au docteur Antoine Smagna. On a un médecin qui nous parle d'onychomycose des mains et de dermatose avec desquamation importante au niveau des doigts et de la main. Est-ce qu'il y a une conduite particulière à tenir quand on a plusieurs pathologies qui s'imbriquent comme ça? Il faut déjà savoir que cette desquamation des mains, elle est dans quel contexte? Est-ce que c'est une dermatophysie palmaire, comme ce qu'on avait vu au niveau des pieds, donc ça va être exactement le même traitement, ou si c'est une autre pathologie? C'est impossible, parce que les pathologies qui vont donner des kératodermies palmaires, on peut aller de la kératodermie congénitale au psoriasis, à l'eczéma. Il y a tellement de pathologies que c'est impossible de répondre à cette question. Mais souvent, on aime être uniciste en médecine. Donc, s'il y a une onychomycose au niveau des mains et une desquamation, c'est très probablement ce dermatophyte qui s'est étendu un peu au niveau de la peau. D'accord. Merci beaucoup. J'avais une dernière question. Une patiente m'a parlé aussi de puvathérapie ou de laser qui avait été utilisé pour traiter ses ongles. Les lasers sont effectivement... Il y a eu beaucoup de bruit autour des lasers, mais les lasers, sur toutes les méta-analyses qui ont été publiées, n'ont montré aucune efficacité. Pour tuer un dermatophyte, il faut chauffer à au moins 55 degrés. Et si on chauffe à 55 degrés, on va brûler l'appareil inguéal. Donc, du coup, on peut passer du laser, ça va moins chauffer. On va faire un débridement qui va coûter 100 fois plus cher que votre pince à ongles en cabinet, tout simplement. Mais on ne sera pas fongicide, c'est-à-dire on ne va pas tuer le champignon. Pour moi, le laser reste un gadget pour les gens qui ont les moyens et qui préfèrent le laser à la pince. Mais voilà, il ne va pas tuer le champignon, parce que si on chauffe à 55 degrés, je pense que la patiente ne sera pas contente qu'on lui crame les orteils. Bon, écoutez, docteur Zara, mille merci pour votre participation extrêmement intéressante. Merci à tous aussi, nos auditeurs, pour votre participation. Et je remercie toute l'équipe de Deuxième Avis qui a rendu possible ce webinaire. Le replay sera prochainement disponible et n'hésitez pas à le partager. Et nous vous inviterons au prochain thème très rapidement. Bon été à tous et puis donc gardez un œil sur vos orteils. Bonne soirée à tous. Merci et bonne soirée.